coup, on reste avec vous deux. Désolé, ça aura pris un peu de temps technique, mais on devrait y arriver. On va partir sur les tourbières aujourd'hui. Table ronde sur les tourbières. On va avoir 1 heure pour parler de ça. On va découper ces tourbières en 2 grandes parties, les tourbières et les plantes de tourbières. On va parler de la définition des tourbières, leur construction. Et pour les plantes de tourbières, on va regarder quelles plantes carnies et non carnies on peut installer et comment les installer, évidemment. Est-ce que l'un de vous veut prendre la main sur la définition de tourbière, les amis? Qui? J'y vais? Allez. En mangeant des bonbons, désolé. Définition d'une tourbière, alors j'ai pas exactement la définition du Larousse. On reste sur un milieu détrempé en eau, avec présence notamment de sphaigne. Donc la sphaigne, c'est une mousse endémique des tourbières, qui lorsqu'elle se décompose, nous donne de la tourbe blonde. Donc une tourbière, la première strate, parfois sur plusieurs dizaines de centimètres, on a la sphaigne. Ensuite, on a la tourbe blonde. Alors en fonction de la nature de la tourbière, de sa présence dans le milieu naturel, enfin de l'implantation, quoi, entre une tourbière écossaise en gros et une tourbière des pays de l'Est, on n'est pas forcément sur les mêmes profondeurs. Bref, tourbe blonde, on va être plutôt entre 3 peut-être à 10 mètres d'épaisseur de tourbe blonde. Et ensuite, on a du coup la tourbe brune que l'on obtient grâce à la décomposition plutôt de tout ce qui va être les branchages, les graminées, bref, choses un peu plus anciennes qui sont là. Et la terre de la tourbe brune, on l'utilise plutôt pour les plantes dites de terre de bruyère, rhododendron, camélia, azalée, etc. Nous, avec les carnivores, on va vraiment plutôt se servir de la tourbe blonde, qui a un pH qui est beaucoup plus acide, compris entre 4 et 5. Et à vous de me corriger, mais la présence de tourbières, il y en a un petit peu partout. On en a par chez nous en France, on en a beaucoup dans les pays plutôt nordiques, Irlande, Écosse, etc. Et puis aussi pas mal dans les pays de l'Est, Estonie, Lituanie, etc., etc. Voilà. Merci. On va tenter de récupérer Laurent Carny 69. Est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on t'entend? Laurent? T'entends toujours pas? Allô, allô. Est-ce que moi on m'entend? Ah, si, allô, bon. allô. Qui parlait là? Toi? Là, c'est Banga qui parle. Est-ce qu'on m'entend? C'est Banga, hein? C'est Banga, ouais. Okay. Ah, allô. Ça marche. Bon, Banga, je te laisse. Banga, on t'entend. Ok, super. Maintenant qu'on t'a récupéré, je te laisse ouais, peut-être 15 secondes. Je sais que tu voulais parler de ton concours. Par défaut, du coup, je vais te laisser une petite minute. Je pourrais en parler après, ouais. Déjà, Comme je me présente. Moi, ça fait, voilà, Banga. Ça fait à peu près 5 ans que je fais de la carnie. Après avoir acheté une petite Dionée à mon fils, je me suis remis dedans. Et je me suis dit que bon, qu'au lieu d'éviter de la faire crever comme j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, je me suis intéressé à tout ça. Et de fil en aiguille, je collectionne des Sarracenia, des Drosera, des Dionées, les Nepenthes. J'essaye, mais c'est pas trop mon truc. Voilà. Et puis du coup, avec l'ami Maël qui est avec vous sur site, j'essaie d'animer le serveur Discord plantecarnivore.fr. D'ailleurs, je salue tout le monde, tous les copains du serveur qui nous regardent. Voilà. Désolé, j'avais coupé le son. Ça va pas être simple. Je disais, je vais passer la parole à François pour peut-être qu'il complète la définition de tourbière qu'a donné Enzo, peut-être donner un petit peu plus d'informations. Non, c'était une définition assez complète pour le grand public. Ouais, donc c'est un milieu humide où on trouve pas mal de plantes dites acides, et donc un lieu détrempé en permanence. À noter que c'est une utilisation qui est aussi parfois employée pour des milieux similaires dans des pays tropicaux. Dans certains pays, on va parler par exemple de tourbières d'altitude dans certaines montagnes, où on aura aussi des compositions de sphaigne, mais avec un mécanisme un peu différent des tourbières qu'il y a en Europe. Voilà. Mais c'est vrai que quand on parle de tourbières, notamment dans la communauté, on va dire européenne ou anglo-saxonne, on a tendance à parler des tourbières vraiment des pays tempérés, en fait, voilà. Et donc, oui, je rajouterais peut-être pour faire la transition que c'est vraiment une manière très intéressante quand on essaie de reconstituer ce genre de milieu dans nos cultures pour profiter des plantes carnivores. Parce que donc on a un petit élément paysager dans les collections, on a l'impression d'avoir un petit bout vraiment de nature plutôt que d'avoir des pots assemblés les uns à côté des autres, en fait. À côté des autres, effectivement. JB, est-ce que tu nous donnerais un petit peu d'infos sur les tourbières et leur construction avant que Samuel prenne un peu la main sur ce point-là? Et déjà, la première info, c'est que les tourbières, on en trouve un peu partout en France et dans énormément de régions. Je préciserai aussi que les plantes carnivores, on les trouve pas que dans les tourbières, on les trouve aussi également sur des flancs rocheux en montagne.
Après, donc sur la construction de tourbières, bah, l'enjeu, hein, c'est tout simplement d'arriver à reconstituer ces milieux-là. Et pour ça, il y a toute une flopée de techniques qui seraient un peu longues à détailler, mais notamment Samuel a déjà une petite maquette pour nous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc oui, bah après, chez soi, on peut se permettre de vouloir recréer une petite tourbière. Donc déjà, ce qu'il faut déjà bien choisir, c'est l'emplacement. Donc avec un emplacement au soleil de préférence, une bonne partie de la journée. Après, ce qu'il faudra choisir, bah, du coup, c'est le contenant. Donc un contenant qui soit assez résistant, qui retienne l'eau, bien sûr, parce que c'est ça qu'on va rechercher. Donc voilà, oui, qui résiste aussi au poids de la tourbe plus l'eau, parce qu'une fois gorgée d'eau, la tourbe, ça fait un sacré poids quand même. Donc des fois j'ai déjà vu des jardinières sur pied, les personnes voulaient mettre ça là-dedans, donc faut bien vérifier que ça tienne le coup. Voilà. Après, sinon, autrement, la solution, ça peut être d'utiliser directement, faire un trou, quoi, comme un bassin, mettre une bâche, et puis comment dire, et puis mettre la tourbe, quoi, directement, soit la tourbe complètement 100% tourbe, soit sinon, comme là, on le voit, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, ouais, hop là. Du coup, là, c'était pour représenter surtout la partie drainage. Il y a aussi cette méthode-là, la partie drainage en fait sur le bas. Après, entre le drainage et puis la tourbe, vous pouvez mettre du géotextile pour éviter que ça se mélange, tout l'ensemble se mélange. Voilà. Et après, vous avez votre partie tourbe qui est au-dessus, quoi. Et le petit truc en plus, c'est le tuyau pour faire les niveaux d'eau, surtout voir où vous en êtes, quoi. Donc voilà. Après, il y a plusieurs solutions. Il y a Enzo qui avait fait une vidéo là-dessus, donc très intéressante. Bah, du coup, vous pouvez jeter un œil là-dessus et puis vous aurez encore plus de détails, quoi. Merci beaucoup. On va essayer de récupérer l'ami Fredo. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur quand on veut faire une tourbière, comment on s'organise, quoi? Comment toi, quand tu veux faire ce genre de choses, comment faut préparer ses plans, quoi? Préparer ses plans, quoi. T'es mute? Tu crois? On t'entend pas, du coup? Ouais. On l'entendait tout à l'heure, hein, je suis pas fou. Ouais, je sais pas. Les lèvres, elles bougent pas. Fredo, tu nous entends? Fais-nous un pouce si tu nous entends. Fredo, tu nous entends? Bon, on va essayer de le récupérer, on va voir. Bon, on va essayer de le récupérer. Tu nous entends pas? Tu dois avoir plein de tâches sur le Discord. Le pauvre. Je vais passer la parole un peu à Maël. Est-ce que tu nous parlerais un peu? Est-ce que tu as déjà fait des tourbières et si c'est le cas, de quelle manière? Alors oui, j'en ai déjà fait, mais alors vraiment très miniature, donc dans un petit bac type Action, on peut trouver des petits bacs en plastique, et après j'ai fait pareil, petite couche de drainage, et puis j'ai rempli après de tourbes tourbe blonde pure, et j'ai rempli d'eau, donc c'est un petit bac, et après là j'ai recouvert de sphaigne, et j'ai mis des petites drosera, et comme ça reproduit vraiment dans les tourbières naturelles, où il y a vraiment des creux d'eau un peu en fait au milieu, et avec au bord de la sphaigne, et là les drosera elles poussent vraiment à cet endroit-là en général, et du coup là c'est un peu pareil, et avec aussi une petite orchidée de tourbière, une petite spirantès. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, les grosses erreurs à pas faire quand on fait ce genre de choses? Après moi c'était vraiment une petite chose, mais alors ce que j'ai remarqué déjà c'est que la tourbe, faut bien l'imbiber parce que sinon ça flotte déjà, donc je pense que c'est un truc à faire gaffe. Sinon ça va vite en foutre partout et pas tenir, quoi. Je me permets de compléter en petit tips supplémentaire. De l'écorce de pin ou de l'aiguille de pin en surface, la première année où on vient de planter nos carnivores, la tourbe étant pas forcément hyper compacte, pour éviter, comme Maël le disait, cet écoulement de la tourbe avec la pluie, avec les fortes pluies qu'on peut des fois avoir, un surfaçage d'écorce de pin, elle va s'incorporer à la tourbière avec le temps, même si on trouve pas ça très esthétique, ça permet de diminuer vraiment les gouttes de pluie sur la tourbe et d'éviter que ça éclabousse de partout, au moins pour les premières années, quoi. Écorce de pin ou aiguille de pin à privilégier de préférence, faut éviter les cailloux, les galets, tout ça. Enfin, c'est pas éviter, c'est à proscrire pour moi. Je vois que l'ami Banga, je vais récupérer le son. Merci beaucoup. Je vois que l'ami Banga, il a quelques plantes derrière lui là. C'est de la tourbière. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi un peu là? Dis-nous.
Ça lag ou... Et... Bon, les moussaillons, on les perd tous en bas. On t'entend plus. C'est peut-être chez nous, hein. Pourtant, Ah oui, sa qualité image, elle est... Ouais. On avait testé pourtant. Non, c'est bon, nous, de notre côté, c'est bon. Ah, c'est un peu le risque du direct. Ah. Bon. Tant pis. On a des jolies plantes, c'est sympa, mais on t'entend pas. C'est vraiment dommage. Est-ce que j'ai son Discord? Non. Rien de plus ici. Et le retrouver. Ah, si on m'entend là, c'est bon? Ah, Allô? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Au début. Ok. Ouais, je sais pas ce qui, franchement, je sais pas ce qui se passe. Je suis désolé. J'ai rien touché. Hein. C'est pas grave. Ok, vous voyez là, du coup, Ouais. j'ai fait un Ouais, petit ouais. bac. C'est un petit bac tourbière. C'est un bac, j'en avais parlé avec Laurent vite fait, je crois, sur une groupe discussion. C'est un bac Garland. Bac Garland, c'est de la super qualité. C'est un bac qui fait 1 mètre de longueur sur, je sais plus, 55 de largeur, peut-être 20 cm max de hauteur. Dedans, par contre, j'ai mis que des Drosera et des Dionnées. J'ai pas mis de Sarracenia. J'ai fait, alors, c'est un bac, moi j'habite dans le sud, j'habite dans l'Hérault. Donc pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans la carnivore et qui habitent le sud où il fait très chaud l'été, je vous invite à faire comme j'ai fait. Le bac, il est noir. Le noir, ça absorbe vachement la chaleur. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre des petites clôtures Castorama, ce que j'ai fait là, pour faire tampon avec la chaleur, et vous entourez votre bac. Donc déjà, ça diminue la chauffe sur le bac. Et privilégiez aussi, faites un tuyau PVC avec un bouchon pour éviter au maximum l'évaporation d'eau quand il fait très chaud dans le sud. Parce que encore plus qu'ailleurs, le nerf de la guerre, c'est l'eau, hein, comme toujours chez les cultivateurs de garnis. Donc vraiment, moi, c'est optimiser l'eau au maximum. Donc si votre bac est noir, faites tampon avec du bois. Faites un tuyau PVC que vous alimentez en eau, mettez un bouchon. Tout ça, ça se trouve dans les magasins de bricolage. Hein. Il suffit d'une perceuse, vous découpez, vous trouez et c'est envoyé. Et voilà. Et pour effectivement éviter les éclaboussures de tour, moi ce que j'ai fait, c'est tout le contour du bac, j'ai mis de la sphène morte et sphène vivante que j'ai mélangé. Ce qui fait que quand il y a de la flotte qui tombe dessus, ça évite qu'il y en ait partout. Quoi. Voilà. Ça c'est vraiment un bac de Drosera Dion. C'est bon pour moi. Alors j'ai fait pareil pour les Sarah. Hein. Les Sarah, elle envoie un bac avec un Flavar Maxima. Pareil, hein, c'est avec un tuyau percé et bouchon. Allô? Ouais, c'est bon, je suis là, désolé. Je voulais te demander c'est quoi la durée de vie d'une installation comme ça? Au bout de combien de temps il faut tout refaire, quoi? Honnêtement, le Garland, enfin voilà, il faut pas faire bar Garland. Je pense que c'est vraiment costaud. Pour l'instant, ça montre aucun signe de faiblesse. Par contre, il faut pas faire ça avec des boîtes, tu sais, les boîtes de rangement en plastique PVC, parce que ça, en un été, ça pète. Hein. Dès que vous touchez le plastique, il va péter. Mais voilà, le bac Garland, alors je ne pourrais pas te dire le nom scientifique du plastique, hein, c'est poly quelque chose. Voilà, les fans de Terminator diront que du polyalliage mimétique, mais c'est pas ça. Mais c'est très costaud. Voilà. Franchement, pour faire un bac, prenez de la qualité. Ne gagnez pas de gratter quelques euros à droite à gauche, parce que tôt ou tard vous allez payer. Prenez la qualité directement. Voilà. Ça marche. Du coup, il a combien d'années ton bac là? Ouais, je sais pas. Après. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Je propose qu'on passe à la Ouais, je peux le bouger, il va pas craquer quoi. Ok, ça marche. Effectivement, Garland, c'est une marque qui tourne pas mal dans notre milieu. Parce que c'est de la bonne qualité. C'est pas donné, comme tu disais, mais effectivement, c'est vraiment une bonne idée d'investir quand on veut garder des plantes sur le long terme, quoi. C'est un peu comme la lumière, il vaut mieux acheter une bonne LED plutôt que de changer de lampe tous les 2 ans, quoi. Effectivement, c'est le conseil qu'on peut donner aux gens qui voudraient faire un peu la même chose. Je propose qu'on passe à la deuxième partie, qui sera la partie sur les plantes de tourbière. J'avais noté une première sous-partie qui s'appelle « Quelles plantes carnies et non carnies ?» Pour nos tourbières, je vais passer un peu la main à François pour qu'il nous donne peut-être quelques indications avant qu'on pose la question sur le plateau.
Alors moi, à l'époque où j'avais fait une tourbière, j'avais fait des tourbières en jardinière et puis j'avais fait une tourbière dans une bâche de juste quelques mètres carrés. Donc j'habitais dans le nord, donc forcément on sélectionne, si on a mis dans le nord, dans le sud, c'est pas les mêmes plantes. Hein. Moi j'avais mis du purpurea à l'époque en sarracenia et puis j'avais mis beaucoup de maxima, de flava, var maxima, enfin flava. Tout ce qui était par exemple leucophila, qui ont besoin en général d'un peu plus de chaleur, c'était un peu plus compliqué, voilà. Et sinon, j'avais fait une association avec des Drosera tempérés. J'avais tenté quelques Dionnées. Ça peut marcher, mais je trouvais que du coup, il prenait beaucoup de temps au niveau de la repousse au printemps. Donc j'avais surtout axé sur Drosera du style Rotonifolia, X hybrida, les rustiques, et puis vraiment une sélection de Saraceni, quoi. Voilà. Puis comme j'avais pas dans la tourbière qui était un peu plus grande, j'avais mis quelques petites plantes, genre des petites bruyères et tout ça, mais tout ça, ça demandait pas mal d'entretien quand même, parce que tout à l'heure, dans la première partie, ce qu'on avait peut-être pas dit aussi au niveau de l'entretien, c'est que il faut garder un œil régulièrement. Moi, dans la tourbe, j'avais des graines de bouleau qui ressemaient, etc. Et puis j'avais aussi des soucis avec la sphaigne, avec les merles notamment qui venaient récupérer la sphaigne, notamment pendant l'époque de nidification. Donc il avait fallu mettre un petit filet et tout ça. Mais sinon, oui, au niveau des plantes, il y a moyen de mettre une sélection assez intéressante, mais pas aussi large que ce qu'on pourrait faire lorsqu'on a une serre dédiée, par exemple, aux plantes carnivores. Je Merci sais pas si vous m'avez beaucoup. entendu. Ouais, si, c'était parfait. J'avais une dernière question avant de passer la parole sur le plateau. Est-ce qu'il y a des plantes qui, initialement, ne vivent pas en tourbière, mais qu'on peut quand même mettre en tourbière chez soi facilement? Moi, j'avais essayé avec Pingicula grandiflora, ça marchait bien. Parce que dans la nature, en tout cas en France, je les ai beaucoup observés sur des parois, mais aussi dans des prairies humides. Donc, dans les prairies humides où je les observais, c'était pas techniquement des tourbières. Mais en tout cas, grandiflora, vulgaris aussi, ça fonctionnait vraiment bien. J'ai pas essayé avec les autres, leptospera, leptospera, ceras, etc. Mais en tout cas, grandiflora et puis vulgaris, ça fonctionnait vraiment bien. Ça se ressemait. Il y avait plein de petits bulbis et puis j'ai même dû en enlever pour en mettre dans des pots à part parce que ça prenait un peu trop de place. Ok, donc ça fonctionne bien, ok. Parfait, merci beaucoup. Je vais passer un peu la parole sur le plateau. Qui veut prendre la parole sur quelles plantes carnies et non carnies pour compléter ce qui a été dit? Il va Samuel. Oh non, il y a des vite fait un peu là-dessus. Ouais, vas-y. Du coup, une plante aussi qui est sympa en tourbière, c'est si on a un trou d'eau, du coup, après faut pas faire un trou d'eau, mais s'il y a un trou d'eau au milieu de la tourbière, les utriculaires aquatiques, ça peut vraiment être une chose sympathique à mettre en tourbière, je trouve. Ça habille pas mal, et puis en fonction des espèces, on peut en avoir vraiment des très faciles à faire pousser. Je crois que c'est une Volvens, je crois, qui pousse bien, si je mélange pas. Ou une Flata, je sais plus. Mais bref, il y a des espèces assez sympathiques à mettre, et aussi en utriculaire terrestre, je pense que c'est des espèces à pas oublier, et aussi variées. En Spain, il y a plein de variétés de couleurs, il y en a de la rouge, de la verte et tout, et donc ça, quand on visite les tourbières naturelles, en fait, il y a beaucoup de sphènes, beaucoup d'espèces de sphènes différentes, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc ça pourrait être, c'est très intéressant à mettre en tourbière. Et aussi, pas oublier les herbes, un peu, ça rajoute pas mal de texture, et ça rend beaucoup plus naturel, en fait. Beaucoup. Enzo, est-ce que tu veux... Ouais, vas-y JB, je te laisse la parole. Oui, je rajoute aussi là-dessus l'intérêt aussi de bien observer les plantes en tourbière, c'est que ça permet d'optimiser un peu les conditions de culture. Je vais prendre l'exemple de deux plantes qui sont relativement populaires, Drosera rotundifolia et intermedia, qu'on va retrouver quasi systématiquement dans les mêmes lieux. Donc on serait tenté de les mettre exactement dans la même tourbière, même niveau d'eau, etc. Or, en les observant en milieu naturel, on s'aperçoit qu'il y en a une qui va beaucoup plus se plaire justement dans les zones vraiment très très humides, là où l'autre sera un peu plus éloignée des berges. Merci beaucoup pour ces explications. Je vois que l'ami Laurent est revenu. Est-ce qu'on t'entend, Incroyable, Laurent? il est là. Oh, génial. Ah la vache, parfait. Bah c'est. Bon, Ok. je suis passé sur téléphone du coup et voilà, ça marche. Écoute, je vois que tu es dans ta serre. Tu nous fais. On était justement en train de parler des plantes carnivores et non carnies à mettre dans les tourbières. Toi, ton avis, qu'est-ce que t'as planté? Pour quelle raison? Est-ce que tu peux nous dire? Parce que je vois qu'on est dans ta serre. Alors, bon, il pleut un petit peu, mais je vais vous faire voir un petit peu. Donc moi, ce que j'ai fait des tourbières artificielles. Là, j'en ai une comme ça où j'ai mis que des Sarracenia flava. Donc là, tu vois, c'est une vasque en pierre où j'ai mis une bâche en fait de 1 mm
pour garder l'eau. Là, on va dire, c'est en bac à poubelle où j'ai mis que des locaux. Et après, j'ai ma grosse tourbière qui est en plastique dur. C'est fait pour les bassins à la base. Donc moi, dans les tourbières, j'ai mis essentiellement des Sarracenia. Après, j'en ai une autre vers le bassin. Là, je vais vous faire voir vite fait, mais il pleut des trompes d'eau. Où là, il y aura un petit peu de tout. Donc là, il y a du Darlingtonia, il y a du Drosera, il y a des Sarracenia, des Dionnées, il y a un petit peu de tout. Voilà. Eh ben, parfait. Merci pour la petite visite. Est-ce que tu nous donnerais quelques news de ta serre, puisque on a fait quelques épisodes sur le fait que tu aies remplacé toute ta serre et que tu aies fabriqué un espèce de jardin botanique dans ta serre. Tu as fait quelques vidéos sur ta chaîne YouTube Carani69. Est-ce que tu nous donnerais quelques infos en 2 minutes? Ça se passe bien? Tout va bien? Ah ouais. Incroyable. Eh ben, ça se passe très, très, très bien. Là, on peut voir un petit peu l'évolution. Désolé, il y a du bruit là. Je sais même pas si c'est pas en train de grêler en fait. Donc là, on peut voir un petit peu l'évolution. Donc là, j'ai mon petit coin à Pingicula. Là, j'ai un Darlingtonia qui est juste incroyable cette année. Bah, tout le monde va super bien. Ma petite mare là qui va là. Voilà, je vous fais un petit tour rapide parce que je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il y a vraiment trop de bruit. J'espère que ça tonne et tout. Là, il y a une petite utriculaire vulgaris. Voilà. Là, on peut dire en fait que c'est une tourbière, mais dans la serre. Voilà, avec le mur végétal au fond. Et je reprends la suite à l'intérieur parce que j'entends rien du tout. Vas-y, il n'y a pas de problème. En direct d'essai. Voilà, ça commence à grêler. C'est incroyable. Voilà. Prends pas de risque pour nous, hein. Donc, en fait, c'est une serre que j'ai. Voilà, désolé pour le. Voilà, ce sera plus calme ici. Donc, en fait, c'est une serre qui est devenue tourbière, on va dire, puisque il y a plus de peau dans la serre. Tout est devenu. Tout pousse dans les bacs. Merci beaucoup. Je rajoute que tu seras avec nous, ainsi que François, le 3 juin pour notre session conférence. Toi, tu vas nous refaire une petite visite justement de la serre que tu as transformée. J'invite les gens à aller voir ta chaîne YouTube Carni69. N'hésite pas quand tu pourras à remettre sur le live Twitch le lien, évidemment, pour qu'ils aillent voir tout ce que tu as documenté. C'est ultra intéressant. Et il y aura également... Je vais mettre un lien. Là, en fait, maintenant, ce que je fais maintenant, je fais une vidéo par mois pour voir l'évolution. Donc, il y a la vidéo du mois d'avril et la vidéo du mois de mai qui sont en ligne sur ma chaîne. Donc, Carni69. Et là, vous verrez mes vidéos. J'en fais une par mois maintenant. Ça marche, merci beaucoup. Et je rajoute qu'au mois de juin, il y aura toi donc et François May qui est avec nous, qui viendra nous parler de son voyage au Venezuela. On a tous hâte d'entendre ces aventures. En juin, je sais plus. Non, en juin, ça sera pas le Venezuela, David. De quoi? Pardon. Vas-y. En juin, ça sera pas le Venezuela. Venezuela, je l'avais déjà fait. Ok, désolé, ça sera sur Non, ça sera sur l'expédition botanique que je viens de faire en Indonésie où j'ai observé la quasi-totalité des Nepenthes de l'île de Sulawesi, dont Nepenthes amata, diabolica, enfin ça parlera aux collectionneurs. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as rapidement en 2 mots, ce que tu as trouvé comme plante là-bas, enfin ce que tu as vu comme plante là-bas? Il y a 15 espèces de Nepenthes sur l'île de Sulawesi, et donc j'en ai vu 13. Donc il y a certains très connus comme Nepenthes maxima, glabrata, Nepenthes, on a vu du mirabilis, et on a vu aussi Nepenthes emae, diabolica, qui a été décrite il y a quelques années, etc. Donc on les a vus dans leur habitat naturel. Et certaines montagnes notamment étaient assez difficilement accessibles. Donc je vais pouvoir vous proposer des images ou des informations pour ceux qui les cultivent, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'informations justement sur ces espèces-là. Et je vous montrerai plein d'images. Comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est que cette île qui est pas très connue en fait. Hein. Quand on pense aux Nepenthes, on pense souvent à Bornéo, au Sumatra, et Sulawesi c'est bien moins connu. Là, c'était un voyage assez épique. C'est compliqué, mais finalement, beaucoup de satisfaction. Donc, je vous ferai un petit tour de la flore de Nepenthes de l'île. Hein. Voilà. On a hâte de voir ça, en tout cas. Soyez avec nous le 3 juin, si je dis pas de bêtises, 21h sur notre chaîne Twitch, où vous êtes là actuellement. Il y aura donc 2 confs ultra intéressantes. Et que vous connaissiez ou non les plantes carnivores, vous allez y trouver votre compte, il n'y a vraiment aucun souci. Ce sera évidemment adapté, vous aurez les images pour vous régaler, de voir ce que vous pouvez avoir
soit in situ, où les plantes vivent, soit chez vous, pour ce qui est de la Laurent. Ensuite, je vous propose, est-ce que certains d'entre vous voulez continuer à parler de plantes non carnivores? Enzo, je crois que tu maîtrises un peu les plantes non carnivores de tourbière. Maîtriser est un bien grand mot. Il y en a quelques-unes dans la serre, effectivement. Comme j'ai pu le faire sur la présentation tout à l'heure, c'est des plantes que j'affectionne et qui se produisent qui se multiplient assez facilement. Alors, je sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Au pire, je vais mettre peut-être pas très loin des plantes avec le micro là-bas pour en présenter 2-3. Avec la webcam, ça c'est incroyable ce setup, je sais pas. Du coup, alors une des plantes de tourbière qui est assez sympa, qu'on trouve notamment par chez nous en France, j'en ai vu à la tourbière du Lichepack. Si vous aimez bien les milieux naturels et les tourbières, que vous aimez bien la randonnée et vous promenez, tourbière du Lichepack, pas très loin de Gérardmer dans les Vosges, vaut clairement le détour. Et du coup, on y trouve Drosera intermédiaire rotundifolia, comme on a pu en parler tout à l'heure. Et puis la canneberge aussi. Alors il y a la Vaccinium macrocarpon et l'oxycocos également. Bon, il n'y a pas de grande différence entre les deux, mais c'est des plantes qui font des jolies petites clochettes, comme c'est le cas là, et qui ont tendance à être vraiment très traçantes, celles-ci. Il y a des racines qui se redéveloppent de la tige. Et donc, dans une tourbière, moi, j'aime bien les mettre des fois dans les angles et de se servir, en fait, des longues tiges, et on les réenfonce dans la tourbe, et au moins, comme ça, si on veut cacher le bord un peu de notre bac, c'est des plantes qui ont tendance à pousser assez rapidement. Alors, il y a plein d'orchidées qui existent, qui poussent dans les milieux humides, dans des fois les fossés, les bords de route, etc. Epipactis est une plante que l'on peut avoir. Alors, palustris, Epipactis palustris, une orchidée qu'on peut avoir en tourbière. Il y a également le Pogonia ophioglossoide ou ophioglossoides, je sais pas, qui fait une magnifique floraison comme ça, qui fait des sortes de racines traçantes dans le pot. On la voit pas une partie de l'année. Et puis début du printemps, ça commence à se réveiller. Et puis comme on le voit en ce moment, magnifique floraison. Voilà le Pogonia. En plante, en orchidée également, les Pléones. Alors Pléone formosana, après il y en a plusieurs autres, les Pléones, qui fonctionnent très bien. Plante à bulbes, qui fait des petits bulbis qui se remultiplient assez facilement. Ici, là, j'ai dans les mains Tongariro, qui est plutôt floraison rose, assez magnifique. Voilà, bon après, il y a des Blétillas également. Alors Blétillas, vous me direz, celles et ceux là qui sont sur le live, je ne sais pas si exactement c'est une plante vraiment de tourbière à proprement parler, le Blétillas. Pour l'avoir testé en tourbe blonde, c'est une plante de terrain humide, ça pousse un peu dans tout et rien, c'est des orchidées qui font des sortes de griffes et des bulbes, ça se multiplie assez facilement, et voilà, c'est une orchidée qui prend assez facilement du volume, qui est vraiment assez sympa. La version rose, après il y a plein de couleurs différentes, j'ai la blanche ici. L'Hériophorum également, la linaigrette. Donc on a Angustifolium, Vaginatum et plein d'autres. Il y a une plante également de tourbière là, qui fait des petits pompons comme ça, qui poussent vraiment très très bien. C'est le genre de plante de tourbière, j'invite celles et ceux qui veulent les mettre dans leur tourbière à les rempoter dans la taille d'un pot, de la taille où on veut que la plante se développe. C'est-à-dire que là, c'est un pot qui fait 9 cm. Si on veut qu'elle soit le volume d'un pot de 11, on rempote dans un pot de 11, mais on plante le pot directement parce que pour faire comme un liner avec un bambou pour éviter le développement des racines et des rejets qui se font de manière intempestive. Si on est sur un petit volume, vaut mieux la contenir. Par contre, si on a une énorme tourbière comme a pu nous les présenter Laurent là dans les gros bassins, on peut planter un petit morceau directement et ça se développera très très bien. Également, Maël nous a parlé de la spirante. Également, Spirante cernua est une autre orchidée à floraison automnale. Pas en fleurs, on n'est pas à l'automne, mais voilà, ça fait une grande fleur spiralée blanche, vraiment magnifique. Je vous invite à taper Spirante cernua sur internet pour aller voir ce que ça donne. Voilà les quelques-unes que j'ai, et puis il en existe plein d'autres, Osmonde royal, etc. Fougères de milieu aquatique, et il y en a plein d'autres. Alors j'interviens sur ce que tu dis, parce que le Basilia striata, j'en ai eu en tourbière, ça fait un système racinaire mais complètement dingue, un peu comme du jonc. Après, c'est presque impossible à s'en débarrasser. La petite mince que tu as dit avant, le Pogonia. Le Pogonia, voilà, si tu ne mets pas dans un pot, moi, vous avez vu ma tourbière à l'extérieur là tout à l'heure. À la fin, c'était envahi. Mais quand je dis envahi, c'était ingérable. Donc, si vous voulez vraiment
quand ça se plaît, il faut vraiment essayer de le localiser, voilà, mettre en pot dans la tourbière de façon à ne pas se faire envahir parce qu'alors après, on peut limite plus s'en débarrasser. Quand ça se plaît, ça peut vraiment devenir une plaie. Donc ouais, c'est joli, mais ça va étouffer tout le reste. Donc vraiment, le conseil est vraiment bon, c'est de mettre en pot dans la tourbière pour essayer de limiter la propagation de ces orchidées-là. Moi, je voudrais rebondir un peu sur la remarque que Laurent vient de faire, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de tourbière et puis on a pas mal parlé de tourbières, on va dire, en bac. Il y a Laurent qui nous a montré quelques tourbières qui faisaient, je sais pas, Laurent, peut-être 2-3 mètres carrés pour les plus grandes, peut-être 4 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Et en fait, il y a aussi pas mal d'amateurs. Moi, j'en ai vu en Allemagne, quelques-uns en France aussi, qui font des tourbières, en fait, vraiment plus grandes. J'ai vu une tour de la tourbière de Christian Klein, qui est l'un des meilleurs cultivateurs de plantes carnivores en Allemagne. Il fait ça depuis plus de 40 ans. Et sa tourbière fait 25-30 mètres carrés. Et donc, il y a même des arbustes dedans. Donc, en fait, il faut sélectionner les plantes, parce que tout à l'heure, on parlait de la sélection des plantes à mettre dans les tourbières, selon la place qu'on a aussi, effectivement. Donc, on met un Sarracenia flava. Si on a pris un bac de 60 cm sur 60 cm, même un flava, ça peut vite prendre les trois quarts. Après quelques années, les trois quarts, quoi. Donc, selon le système racinaire, selon la place qu'on a, le choix, en fait, des plantes va avoir son importance. Et effectivement, si on veut contenir, comme tu disais, Laurent, effectivement, mettre dans un pot. Même si c'est toujours un peu frustrant, finalement, de mettre une plante quelque part, de ne pas laisser se développer à son maximum. C'est ça. Mais là, il y a vraiment voilà, ça c'est vraiment les orchidées, il faut vraiment faire attention à ça. Après, du coup, j'ai raté vraiment le début de la table ronde. Je sais pas trop ce qui s'est dit. Là, si vous avez vu mes tourbières, vous avez vu, il y en a qui sont à ras le sol et il y en a qui sont surélevés. Si vous voulez pas vous amuser à désherber tous les jours, partez sur des tourbières un peu surélevées qui prendront moins les graines volantes. Et parce que là, le désherbage sur les tourbières, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Moi, je sais que j'y passe beaucoup de temps à désherber et moins sur les tourbières qui sont surélevées. Après, je sais pas si ce thème-là a été abordé vu que j'ai raté une bonne partie. Mais ouais, le choix des plantes, c'est important parce que les plantes en tourbière, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, elles grossissent énormément par rapport à de la culture en pot. Normal, il y a plus de place, il y a plus de profondeur, les racines vont aller beaucoup plus loin et la plante va être beaucoup plus grosse. Donc, sélectionnez bien, mettez pas tout et n'importe quoi. Parce que ça va vraiment finir par prendre beaucoup de place. Donc sur une grosse tourbière comme Christian Klein, ouais, c'est pas grave. Sur des petits volumes, on peut vite être embêté et du coup se retrouver frustré que c'est déjà plein et qu'il va falloir tailler dedans pour laisser de la place, quoi. Merci beaucoup pour les détails. Pour ceux qui veulent effectivement voir à quoi ressemblent les grosses tourbières, je vous invite à regarder notre chaîne YouTube sur laquelle on a les replays des tables rondes et des conférences. L'ami Nicolas de Lyon était venu nous expliquer comment il avait fait ces énormes tourbières avec des dizaines de sacs de tourbes et des milliers de plantes à l'intérieur. Donc je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube CPCFR, conférence sur les plantes carnivores. Vous cherchez, c'est dans la playlist conférence et vous cherchez la conférence de Nicolas de Lyon qui s'appelle Tourbière, je crois, tout simplement. Donc ça vous donnera une bonne idée. En 3 quarts d'heure, il nous fait le tour, l'explication, le détail de comment il l'a construit, les erreurs qu'il a faites, comment il a récupéré, etc. Ça, c'est bon pour nous. On voulait passer ensuite pour ce dernier quart d'heure à la partie installation. À partir du moment où voilà, vous voulez faire une tourbière, vous savez où vous allez la mettre, vous avez un petit peu le matériel, vous êtes préparé pour cette première tourbière et vous allez acheter vos plantes. Je vais demander à Samuel de nous dire un petit peu quels sont les premiers réflexes à avoir pour les gens qui n'auraient jamais eu de plantes carnivores ou qui n'auraient jamais fait de tourbière, pour savoir quels sont les bons réflexes à avoir et les erreurs à ne pas faire si possible. Oui, tout d'abord, comme disait Maël tout à l'heure, faut bien vérifier que la tourbe soit déjà bien trempée. Ça, c'est hyper important. Même quitte à l'avance, à bien la faire gorger en dehors de la tourbière pour être bien sûr que ce soit bien trempé. Voilà, et après, du coup, une fois que vous avez acheté vos plantes, vous pouvez mettre en place comme une plantation classique, on va dire.
Après, ce qui peut arriver, il faut faire attention si on achète des grandes sarracénias, des choses comme ça. Du coup, le temps que les racines se mettent en place, bah, du coup, ça peut être problématique avec la prise au vent. Donc, on peut les aider en mettant des tuteurs ou des systèmes pour justement retenir un peu les pièges, quoi. Voilà. Et puis, bah après, oui, on surveille du coup. Après, on surveille le développement de la plante, c'est voir si tout va bien, et puis voilà, quoi, tout simplement. Merci. C'est bien. Au niveau d'installation des plantes, ça peut être ouais. Vas-y. Oui, je termine. Pour l'installation des plantes, ça peut être judicieux de bien choisir le moment de l'année. C'est-à-dire que les sarracénies, si on les prend en tout début d'année, avant la repousse, il n'y aura pas le problème de la prise au vent. Si la tourbière est assez importante au niveau du volume, le faire avant l'arrivée des pluies hivernales, ça peut être bien aussi pour économiser en eau, évidemment. Donc je pense que selon la taille de la tourbière, il faut bien choisir aussi le moment de l'année. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu... Moi, si je peux rebondir là-dessus. Vas-y. C'est que moi, quand j'avais fait ma première tourbière, j'avais planté mes sarracénias alors que les urnes étaient déjà formées. C'était une erreur parce qu'en fait, les urnes de sarracénia en serre sont beaucoup plus fragiles par rapport au vent. C'est-à-dire que quand la plante pousse à l'extérieur, elle va s'habituer un petit peu au vent, donc l'urne va peut-être être moins haute, mais beaucoup plus robuste. Là, du coup, premier coup de vent, quand j'avais mis mes sarracénias qui venaient de la serre, premier coup de vent, toutes les urnes étaient couchées par terre parce qu'elles n'ont pas développé cette résistance au vent. Donc ça, c'est une erreur qu'on peut faire. Donc le mieux, en fait, c'est de les planter voilà, quand il y a juste le rhizome avant les premières urnes. Comme ça, les urnes vont se solidifier avec le vent. Si elles viennent de la serre et que vous les mettez dehors, boum, premier coup de vent, ça va les coucher. C'est une évidence. L'autre truc par rapport à ça sur la conception de la tourbière, qu'il faut bien prévoir, c'est la quantité d'eau. On passe beaucoup d'eau en tourbière parce qu'il y a beaucoup d'évaporation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévoir. Et tous ceux qui ont une tourbière pourront tous confirmer, la vraie plaie, c'est la période en ce moment où les merles, ils viennent gratter dedans. Chaque année, on voit des publications, et moi le premier, on se fait retourner les tourbières parce que les merles viennent en fait chercher les vers de terre, les choses comme ça. C'est frais, ils viennent gratter dedans. Donc voilà, essayez de prévoir. Si vous pouvez, c'est pas super esthétique, des filets, des choses comme ça. Les épouvantails, ça marche pas. Enfin voilà, c'est une vraie plaie. Voilà. Ils viennent prendre la sphaigne aussi. Ils viennent prendre la sphaigne. Ils viennent prendre la sphaigne. Alors moi, j'en mets plus de la sphaigne dans les tourbières, mais ça n'empêche pas qu'ils viennent gratter. Hein. C'est les merles, c'est une catastrophe. Donc voilà, et puis après, il peut y avoir des intempéries comme la grêle et des choses comme ça, et voilà, ça défonce les urnes, mais après voilà, c'est une autre culture, la culture en tourbière, et là on fait un peu le noir, mais il y a plein de choses super bien. J'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est-à-dire que si on fait une culture en tourbière, voilà, notamment les tourbières vastes, on a l'impression d'avoir vraiment un bout de nature chez soi. C'est exactement. Magnifique. Mais il faut accepter qu'il y ait la grêle, qu'il y ait des parasites, des animaux, voilà. Des oiseaux. Et si on a envie de tout contrôler, on a envie que tout soit parfait, je pense que c'est pas une culture adaptée. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir ses peaux dans la serre. Faut aussi faire selon son tempérament, il me semble. Exactement, c'est ça. Il faut accepter le fait que ce soit cultivé à l'extérieur avec les problématiques qu'il peut y avoir par rapport à ça. Merci messieurs. Je vais passer. Là, il pleut un peu moins. Là, l'orage est passé, je vois. Je vais passer la parole à JB puisqu'on arrive sur la dernière phase de cette table ronde pour qu'il nous dise rapidement quelles sont les choses à surveiller une fois qu'on a fait une tourbière. Ok, ça marche bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut surveiller pour que ça ne dépérisse pas? Des indices qui font qu'il y a peut-être des paramètres à changer? Est-ce que tu peux nous dire ça? Alors bon, effectivement, c'est pas non plus mon grand cœur de compétence, fort heureusement d'ailleurs. Mais une des premières choses qu'il faut surveiller, c'est que la tourbe ne pourrisse pas. Donc pour ça, de bonne façon de procéder. Alors on y est souvent poussé par le rempotage des plantes. Typiquement,
on se fait la jardinière, on met Sarracenia, Dionée, Drosera, puis bah, au bout d'un moment on se rend compte qu'elles commencent un petit peu à être serrées les unes par rapport aux autres, et qu'il est temps de les rempoter. Donc là c'est toujours l'occasion de surveiller un peu comment est la tourbe. L'idée, c'est que si elle commence à sentir autre chose que la terre humide et que ça commence à puer franchement, c'est qu'elle est en train de se décomposer. C'est très mauvais pour les plantes carnivores. Et donc là, faut partir sur un changement. Pour éviter ça, il faut souvent plutôt la mélanger avec des éléments qui vont permettre de l'aérer. Par exemple, de la perlite qui est très populaire hein, dans les mélanges qu'on peut faire. Après, j'ai pu voir sur les discussions sur Twitch notamment le fait de cultiver dans des pots en verre pour pouvoir observer les racines ou les pièges des utriculaires. Dans une moindre mesure, là, le piège surveillé, c'est d'éviter le développement des algues. Pour ça, il suffit hein, simplement de recouvrir l'extérieur pour éviter que, d'une part, le pot chauffe trop à cause de la lumière et de la chaleur qui passe au travers du verre, et puis d'autre part, ça permet d'éviter les UV, et donc aussi le développement de plantes sur les bords du pot. T'as une petite question rapide sur les fourmis. Est-ce que c'est grave d'avoir des fourmis dans sa tourbière? Ça va dépendre un peu des plantes, mais pour une bonne partie, au contraire, ça leur fait une petite source de nourriture. Hein. Et ça peut même être... Alors, ce qu'il faut surveiller aussi, c'est qu'elles se mettent pas à élever des pucerons près des plantes carnivores. Ok, ça poserait quoi comme problème ça? Ah bah ça favoriserait la population de pucerons et les plantes carnivores y résistent mal. Hein. Ok, sachez-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On mis sûrement trop sec à mon avis. Parfait, je regarde un peu. On a mis planta carnivore. Les jeux, si les jeux fonctionnent, c'est juste que j'étais pas sur la bonne truc. Donc effectivement, tu as demandé à ce qu'on enlève le mot urne pendant 2 minutes sur cette antenne. On va essayer de le faire tout de suite. On va voir ce que ça donne. La caméra de sécurité, ça c'est bon. Vous avez d'autres points de chaîne évidemment disponibles. Je vais revenir un petit peu vers l'ami Banga. Je vois que est-ce que tu as des problèmes de merle et de trucs comme ça dans ta mini tourbière ou pas du tout et ça se passe bien et t'as un chat? Non, j'ai les chats du quartier qui passent. D'accord. J'ai pas de problème de merle. Ils viennent surtout piquer la laine de verre. D'ailleurs, quand je touche de la tourbe, on va dire, ils viennent pas piquer dans mes balles, quoi. Voilà. Mais il m'est quand même arrivé en prévention de faire les petits épouvantails à base de CD, ce genre de choses, accrochés à une ficelle. Bon, je sais que de ce que c'est sur le serveur, on a Repti et Gaspard qui ont mis des filets, hein. Ils mettent des filets pour contrer ça autour de leur bac. Moi, j'ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé, il commence à se mettre à pleuvoir ici. Donc on va se terminer cette table ronde. Je vais te laisser encore la parole, Banga, pour nous parler rapidement du concours. Si tu veux, je te laisse remettre l'URL évidemment sur le chat de Twitch. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as préparé pour le concours et dans quelles conditions? Allô? Ouais, c'est bon. Écoutez, déjà, je vous invite tous à rejoindre notre serveur Discord, plantecarnivore.fr. Si vous avez aimé à l'époque les forums en PHP de l'époque, vous aimerez Discord. Hein, c'est la même chose, mais en mieux. C'est les forums 2.0, c'est interactif. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place avec les copains, c'est un espèce de hub où les passionnés amateurs, les pros et les streamers, comme toi, David, et aussi Enzo, d'être tous en relation. Donc on a des petits robots, quand un stream démarre, le robot affiche le démarrage du stream. Donc ça c'est plutôt cool. On est en environ 200. Voilà. Et chaque été, moi je prends à cœur d'organiser un concours, ça s'appelle le Sarracenia. Donc la base c'est très simple, on prend la plante carnivore la plus simple à cultiver, c'est le Sarracenia. Et il faut mesurer son plus grand cornet, et celui qui a le plus grand cornet, hein, c'est celui qui a la plus grosse qui gagne. Cette année, il y a une nouveauté. J'ai fait des petites primes à chasser. Il y a vraiment pour tous les niveaux.
comme des affiches de western. Je vous invite à aller voir hein, le concours. Il y a plein de primes à gagner, donc il n'y a pas que voilà mesurer son Saracenia pour gagner. J'ai fait plein de trucs sympas. Je pense que vous allez aimer. Et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui soutiennent cette animation, sinon elle n'aurait pas lieu. Alors déjà, il y a des membres du serveur, donc il y a Repti, Kiki, Sora, Aquatic Samuel qui est présent avec vous, et Petite Fourmi. Un grand merci à vous tous pour soutenir cette animation, qui vraiment vont faire des super cadeaux. Je vous inviterai à aller checker. Et on a aussi des pros qui soutiennent l'animation. Bah écoute, il y a toi Enzo hein, qui nous offre un Saracenia. Je crois que tu m'as dit que tu offrais l'Atlas 5, je crois, quelque chose comme ça. Plaisante. On a aussi Cédric Carnivore que vous connaissez, hein, voilà, qui est généreux. Et on a aussi Michael Negrini, je ne sais pas si vous connaissez, j'aurais envie de faire un petit big up de Elfica Botanique. Michael, il fait alors si vous êtes fan de Nepenthes, il fait des hybrides de malades. Je pense qu'il est un peu moins connu que vous tous en pro. Et je voudrais lui faire un petit big up parce qu'il est super généreux, super accessible. Il fait des hybrides de fou en Nepenthes. Elfica Botanique. Voilà, Mickaël, c'est pour toi. Et un grand merci à tous. Et écoutez, venez nous voir sur le serveur. Voilà, on a une bonne, on s'entend bien. On rigole bien. Il y a des belles plantes. Voilà. Merci pour ce petit temps de parole. Merci beaucoup. Bon, messieurs, je suis désolé. J'aurais voulu vous donner à tous la parole bien plus longtemps que ça. Malheureusement, on arrive. Il y a un peu de pub. On arrive à la fin de notre table ronde pour cette première table ronde de la journée, pardon.